Alors, je m'appelle Gilles Lettorine, je suis un tout jeune membre du club Renault. Nous sommes venus au mois de septembre faire une sortie avec mon club, la Jante Chénésienne. Et depuis très longtemps, j'avais envie de piloter et l'occasion s'est présentée, je me suis inscrit au club. Voilà. Et manque de chance, malgré, à cause des mauvaises conditions météo, je n'ai fait que 3 heures de vol pour le moment. Donc j'espère que la météo sera meilleure pour poursuivre mon initiation. Alors, j'ai pris ma retraite il y a 3-4 ans et j'avais toujours envie de m'acheter une voiture de collection. Et je ne savais pas trop quoi acheter. Un ami m'a dit, toi, ce qu'il te faut, c'est une Mercedes. Donc je me suis acheté une 230 SL qui est la voiture, ce qu'on appelle une pagode chez Mercedes. Et puis comme on est des grands gamins, comme je l'ai dit, quand on était jeunes, on jouait avec les voitures d'Inky Toys, et en grandissant, on a envie de jouer avec les vraies. Et donc au mois de mars dernier, je me suis acheté une 4 chevaux parce que je la trouvais rigolote comme tout. Donc c'est un peu cette voiture que l'on voit ici, qui est une 4 chevaux. Donc aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous parler un petit peu du monde de la voiture de collection, en 3 parties. La première partie, c'est un peu quelques chiffres, savoir à quoi ça correspond au niveau nombre de véhicules, l'âge, la typologie des possesseurs, comment s'organise un peu ce petit monde de la voiture de collection. Ensuite, je parlerai un peu de la partie convivialité, un peu la partie club, ce que vous connaissez. Puis la troisième partie, ce qu'on a demandé Patrick, c'est de vous présenter un peu une phase de restauration de voiture. Alors, contrairement à ce que Patrick a gentiment écrit, je ne suis pas restaurateur. Par contre, j'entretiens mes voitures, je m'y suis mis, je fais de la mécanique, je peux changer une distribution, je sais changer une pompe à eau, je sais changer un démarreur, mais je ne suis pas restaurateur. Tout simplement, c'est pas parce que je ne sais pas faire, mais tout simplement parce que ça demande énormément de temps et que je ne veux pas me concentrer à faire que ça. Alors, ce que je disais, donc, c'est un peu un rêve de baby boomer qui aujourd'hui devient réalité. Donc, première partie, c'est l'univers de la voiture de collection. Donc ça, c'est une photo, vous voyez, avec une partie du club Mercedes-Benz, et en face, il y a d'autres véhicules. Je pense que ça lui est pris à la traversée de Paris. Parce que tous les ans, 2 fois par an, il y a la traversée de Paris, tout début janvier et tout début août. Et là, il y a à peu près 1000 voitures qui se retrouvent dans Paris. C'est encore l'un des rares autorisations que Madame Hidalgo fait à nos teuf-teuf qui polluent. Alors, donc, qu'est-ce qu'un véhicule de collection? Donc, il y a 5 conditions majeures qui sont exigées par la FFVA pour donner l'agrément, puisque vous savez qu'on peut immatriculer sa voiture à titre véhicule de collection. Donc, il faut 5 conditions. La première, minimum 30 ans. La deuxième, c'est que ce véhicule n'est plus produit par la marque. La troisième, c'est qu'elle est en configuration d'origine et en bon état, c'est-à-dire qu'elle est roulante. La troisième, c'est qu'il n'y a pas eu de modification essentielle, c'est-à-dire par exemple, on n'a pas transformé le véhicule en roadster, en changeant le moteur, en remettant, voilà. C'est vraiment que la voiture doit être dans sa configuration. Et la dernière, c'est que ça va être utilisé comme un moyen de transport commercial. C'est-à-dire que les autobus, par exemple, de collection, n'ont pas le droit de transporter 2 personnes, ça peut être fait qu'à titre amical. Ça, c'est les premières conditions. Ensuite, comment on peut grosso modo les organiser en catégories? Il n'y a pas véritablement de catégorie officielle. Mais en gros, on peut dire qu'il y a tout ce qu'on appelle les tough-tough. C'est tout ce qui est juste construit à partir de... puisque la voiture, en gros, l'origine de la voiture, c'est fin du 19e, début du 20e, hein, c'est 1890 pour Benz, par exemple, et puis, en gros, cette première partie jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ça, c'est un peu les tough-tough, vous voyez, les taxis de la Marne, etc. Ensuite, sa deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les old-timers, c'est la partie après 1920-1940. C'est ces magnifiques voitures, les Delahaye, les Delage, etc. Donc, qui étaient des voitures sur lesquelles le fabricant faisait un châssis avec un moteur et on donnait le véhicule à un carrossier. Donc, la voiture était ensuite carrossée. Et puis c'est à la fin des années 30, avec l'instauration de la première voiture monocoque qui a été l'attraction, c'est-à-dire qu'une coque
sur lequel on vient poser un moteur. Donc ça, c'est... donc la traction, c'est un peu la fin, c'est le début des classiques. Hein, la traction de Citroën. Ensuite, une troisième catégorie qu'on peut appeler des classiques. Donc c'est toutes les voitures après-guerre jusqu'aux années 75. Il n'y a pas d'électronique. Et puis ensuite, ce sont ce qu'on appelle les Youngtimers, les voitures qu'on a connues dans les années 80. Les voitures sur lesquelles on a appris à conduire, hein, c'est les 204, les 504, voilà, toutes ces voitures sur lesquelles on a passé nos permis. Alors moi, je sais que moi, le mien, j'ai passé en 72, c'était sur une 204 Peugeot. Hein, voilà. Grosso modo, mais il n'y a pas véritablement de catégorie. On est très proche de la FFVE parce qu'en tant que membre du club Mercedes-Benz, nous sommes membres de la FFVE et donc on a la chance de pouvoir discuter avec soit son directeur général, Laurent Rioux, soit avec nos représentants départementaux locaux. Quelques chiffres officiels. Donc en gros, on estime qu'à peu près 800 000 véhicules immatriculés et puis 10 véhicules dits de collection. En gros, 230 000 propriétaires qui se répartissent en un tiers qui ont un seul véhicule, la moitié qui ont, vous voyez, comme moi, deux véhicules, 2-3 véhicules, et puis à peu près le reste, 15%, des collectionneurs qui ont plus de 5 véhicules. Vous voyez, la moyenne, c'est on est des grands gamins, on aime bien avoir un coffre à jouets et on a à peu près 2-3 voitures. 60% des véhicules d'époque parcourent moins de 1000 km, hein, c'est vraiment du loisir, c'est de la sortie. Les Youngtimers, donc elles font moins de 2500 km par an, et en gros, la moitié des ménages collectionneurs ont un revenu inférieur à 40 000 €. Donc on voit que ce n'est pas des gens riches. Hein. Ce n'est pas des gens riches, et d'ailleurs ils m'ont donné un graphe qu'on verra après. Donc la répartition par âge de véhicule, donc on voit que la grosse partie c'est les années 60-80, donc c'est... moi, par exemple, la Pagode, alors la Renault, elle est de 59, mais vous voyez, c'est 60. Elle est à mi-chemin entre l'année dernière. Mais la grosse partie des voitures dites de collection actuellement, vous voyez, ce sont ces voitures qui vont des années 60 aux années 90. Et les couleurs, ça veut dire quoi? Les couleurs, je ne sais plus. Voilà. Je crois que c'était par rapport... si, parce que c'est des chiffres de la FFVE, donc il y a trois catégories de véhicules à la FFVE. Il y a les motos, les utilitaires, camions, bus et les voitures. Donc j'ai pas mis la légende, mais un peu pas. Voilà, donc après c'est des chiffres un peu rébarbatifs, on ne va pas rester là-dessus, mais surtout c'est qu'on voit que c'est très masculin, mais c'est masculin dans la notion de la propriété, mais en fait nos épouses, nos compagnes, nos amis nous accompagnent énormément dans les sorties. Donc à peu près 80% des équipages sont des équipages mixtes. On avait le choix. Et la moyenne d'âge, on voit que c'est quand même des gens plutôt âgés qui ont plus de 50 ans, sachant que bon, y a des gens qui sont propriétaires de voitures à 40 ans, mais c'est plutôt un loisir de personnes qui sont un peu comme moi à la retraite. Bon, après, aux sources des ménages, on en a parlé, c'est pas forcément des gens très riches, mais vous voyez, ça couvre un peu toute catégorie. Alors, si on va parler argent, moi j'ai pris un peu sur le marché ce qu'on peut trouver. J'ai pris le moins cher et j'ai pris le plus cher. En gros, pour 3 000 €, on peut s'offrir une 204. Alors, je parle de bonne qualité. Hein, donc pour 3 000 €, on peut trouver une 204 en bon état. Et puis, bon, la voiture la plus chère qui a été vendue, c'est une Ferrari 250 GTO. Elle a été vendue 41,6 millions d'euros. Voilà. C'est pour vous donner la fourchette. Maintenant, si je veux être un peu plus fin, voilà, j'ai sorti un peu un panel. Donc, vous voyez, la 4 chevaux, bah, la mienne, ça vaut 8 500 €. Hein. J'ai fait expertiser, parce que pour l'assurance, c'est important. Ça permet, en cas de sinistre, si on a expertise, que la compagnie d'assurance nous rembourse à valeur d'expert. Parce que sinon, quand la voiture est toute cassée, bah, l'expert ne sait plus quoi dire vis-à-vis d'un véhicule qui est en 1000 morceaux. Donc en gros, vous voyez, à partir d'une 2 chevaux, 9 000 €. Alors ça, c'est une 2 chevaux AZ, c'est-à-dire c'est l'une des toutes premières. Vous voyez, avec les ouïes qui sont encore en droite, hein. Donc on voit une Chambord, une DS de 1960, je parle de 1960, c'est-à-dire c'est les toutes premières qui sont sorties,
Vous voyez encore les petits phares ronds, les flancs blancs, ça peut arriver à 35 000 euros. Hein. Une Porsche 911 de 70, vous voyez, 85 000 euros. Et quand on passe au cabriolet, un cabriolet a toujours beaucoup plus de cotes sur le marché. Vous voyez, bon, une MGB, on en trouve des bons états à 20 000. Ensuite, la Pagode dont je parlais tout à l'heure, la 230 SL, c'est 70 000. Alors, en fonction de l'état, une Pagode, elle est 230, 250, 280, hein, c'est la cylindrée du moteur. Une 280 en très bel état peut se vendre aux alentours de 120, 130 000 euros. Hein. Mais là, je vous ai pris des prix moyens. Une Facel Vega cabriolet entre 85 et 100 000. La 190 SL de chez Mercedes, qui n'est pas, mais qui ressemble, vous voyez. Après, je peux vous en parler pendant des heures, mais vous voyez la dernière, la 300 SL, dont on a fait une baby. Hein, pour le marché américain, donc qui s'appelait la 190 SL. La 190 SL, c'est à peu près 120, 130 000 euros. Et un cabriolet DS de 60, vous voyez, c'est 110 000 euros. Et quelque chose qui coûte assez cher en véhicule assez récent, c'est la 300 SL, il faut compter un budget d'1,2 million. Alors, ça vous donne grosso modo des prix. Après, il y a un indicateur qui est bien et sur lequel on trouve énormément de produits, c'est sur le Bon Coin, il y a énormément de produits et des produits de qualité. Hein. Donc voilà en gros quelques exemples de prix. Si on parle d'un budget entretien, en gros, un collectionneur dépense à peu près 6 500 euros par an, 2 500 pour sur la partie restauration, l'entretien, les accessoires, l'assurance, le garage, les cotisations de club. Et en gros, 1 500 euros pour tout ce qui est sortie la partie conviviale. Voilà. Je vais pas trop vite, ça va? Bon. L'entretien d'une ancienne. Alors, aujourd'hui, on me dit, mais qui peut entretenir une voiture? Une ancienne. Il y a des concessionnaires aujourd'hui qui le font. Chez Mercedes, ils ont ouvert des départements classiques. Donc, celui qui est le plus proche de nous, c'est Grand Garage de l'Essonne, GGE classique, qui vend des voitures, qui les entretient, et de plus en plus, ils ont des départements véhicules anciens. Ensuite, il y a de plus en plus de petits garages, vous voyez, de petits garages indépendants qui font de la restauration et de la vente. Il y en a énormément dans les Yvelines. Hein, il y en a à Gros-Rouvre, il y en a à Gambay, il y en a beaucoup dans le coin. Et puis ensuite, on peut le faire chez soi avec des copains, ou on peut le faire dans un club. Donc ici, c'est le fameux club de la Jante Chénésienne, avec qui on est venu faire une sortie au mois de septembre dernier. C'est un club assez atypique parce qu'il est équipé de plusieurs postes d'atelier, de 2 ponts, de matériel de garage, et c'est vraiment une aubaine parce que c'est là où moi je me suis formé pour entretenir, réparer ma voiture, avec des conseils de gens qui sont extrêmement pointus. On a par exemple à la Jante Chénésienne un garçon qui est un ancien de chez Lecoq, qui est le carrossier mythique de la voiture ancienne. Et qui nous montre comment on fait pour refaire une aile, comment on fait pour travailler. Donc ça, c'est très très agréable. Et puis, voilà, moi je n'avais jamais fait une mécanique en dehors que sur un Solex, et puis je me suis mis moi-même, et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Alors simplement, ce que l'on a, je vous ai amené des exemplaires, c'est qu'il faut avoir ce fameux, voilà, ça ici. Donc on a la fameuse, voilà, la revue technique, et ça dedans, on a tout pour y regarder. Ça c'est le document indispensable avant de démonter une voiture. Donc ça c'est celui de la 4 chevaux. Je te remercie. Donc j'en ai pour les autres voitures, et pour les allemandes, ils sont en allemand, ce qui est moins pratique. Voilà. Donc après c'est pas compliqué de réparer sur sa voiture, simplement il y a des gestes et des choses à ne pas faire. Donc il faut savoir se faire bien conseiller, parce que parfois il y a des gens qui vous conseillent et qui ne sont pas plus experts que vous et moi, et il faut vraiment, quand on fait une distribution, il y a des vis qu'il vaut mieux pas dévisser avant. Alors, dans le domaine de là on va partir, dans l'univers de la collection, de voitures de collection, il existe une école de formation qui s'appelle le CNVA, où tout un chacun peut acheter un stage. Alors, c'est un organisme qui est agréé par la NPE, c'est que NPE Pôle emploi,
pour tous les chômeurs, ils reforment des gens au métier de la réparation. Moi, j'y ai personnellement, de par de mon cursus, j'y ai donné des cours. Et donc, j'ai donné des cours de gestion, création d'entreprise, juridique, et pour leur apprendre à éviter les contentieux aux futurs garagistes. Donc voilà, c'est à Antony, et ce sont des gens qui forment les jeunes à la restauration de véhicules. Dans le domaine de la voiture ancienne, il y a deux grandes émissions de télévision. Une qui est assez intéressante, qui est Wheeler Dealer France, qui était une copie d'une émission anglaise, dans laquelle on voit, alors très rapidement bien sûr, mais l'évolution d'une restauration de voiture. Alors ça va très vite. Et puis l'autre qui est, bon, un peu avec François Alain, qui est un animateur gentil. C'est plus du show que de la restauration. Hein. Voilà, mais par contre, les gars qui sont là, ça c'est Olivier Di Stefano, ce sont des gars qui sont des grands restaurateurs et qui ont pignon sur rue à Rétromobile. Mais c'est plus du copinage que de la restauration. Par contre, ici, oui, bon, ça va très vite, ça va trop vite, mais on peut avoir un petit gratin de culture sur la restauration d'une voiture. Ensuite, c'est un milieu dans lequel il y a énormément de salons, donc un grand salon national qui est Rétromobile, des salons régionaux, un demi-salon au mois de septembre qui est Automédon au Bourget, et puis ensuite vous avez un grand salon en province qui est à Lyon, Époque Auto, vous avez Reims, Nantes, il y en a un petit peu partout en France. Hein, donc de plus en plus c'est des salons et c'est un marché. Et puis il y a le grand salon mondial qui est Essen en Allemagne, qui est ce qu'on appelle vraiment la foire. Donc voilà en gros l'univers un peu de la voiture ancienne. Voilà, alors, deuxième partie, je vais pas trop vite, ça va hein. Bon, donc là, la deuxième partie, c'est la partie convivialité. Alors la photo, bien entendu, n'a pas été prise, Patrick, au hasard. Hein. Donc ici, pour les gens de mon club, vous reconnaîtrez notre... Ah, non, alors d'abord, vous reconnaîtrez donc une Juvaca. Hein. Et là, ici, c'est notre président Alain Fournigaud, le vice-président Bernard Boisseau, votre serviteur, et ici, membre du conseil d'administration, Xavier Boutin. Donc ça, c'est la fine fleur du club Mercedes-Benz à bord d'une Renault. Hein, c'est pas mal. Et donc voilà, alors la partie convivialité, en gros, la motivation de la voiture ancienne, c'est promenade, rallye et entretien. Le reste, rallye et pro sportif, vous voyez, c'est plus marginal, mais c'est ça, c'est la partie convivialité, comme un club d'avion, c'est des sorties, c'est des balades. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que la voiture ancienne, c'est des clubs et des professionnels, donc c'est une fédé, hein, c'est la FFVE. Alors, la FFVE, elle a vraiment pignon sur rue, et elle a pour mission de faire reconnaître que la voiture ancienne fait partie de notre patrimoine. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'administration aurait tendance à vouloir que ça disparaisse, et ils font un énorme travail pour qu'on reconnaisse que la voiture ancienne, c'est vraiment un élément de notre patrimoine et que ça a besoin d'être sauvegardé. Et c'est pour ça qu'un véhicule ancien peut être immatriculé dans la catégorie véhicule de collection sur la carte grise dès lors que la FFVE a délivré l'attestation. Au préalable, on disait qu'un véhicule de collection ne pouvait pas sortir du département. Maintenant, c'est fini avec une voiture de collection. On va partout en France et en Europe. Donc, ce que je vous disais, c'était la FFVE, voilà, c'est une revue, c'est un certain nombre de choses. Ensuite, on peut compter 1100 clubs de véhicules anciens. Et puis je disais, vous voyez, c'est des professionnels, une école, des entretiens, des experts. Voilà. C'est que c'est un marché qui est en profond développement. Moi, je vois que c'est vraiment, ça bouge. Des pièces qui n'étaient pas fabriquées sont désormais, on les retrouve. Et pour réparer une voiture, on trouve sincèrement
les pièces aujourd'hui. Hein. Alors, soit c'est fabriqué au Vietnam, en Chine, c'est moins bonne qualité. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors donc Pierre, c'est lui un peu qui m'a initié ici au club. Pierre est membre de la Jante Chénésienne, il est superbe de la haie, hein, je dis pas de bêtises. Tout à fait. Hein, avec une livrée 2 tons, beige et marron. Beige et rouge. Grenat. Grenat. Et Pierre est propriétaire d'un superbe ULM. Hein. Voilà. Merci Pierre. Et c'est un peu grâce à toi que je suis ici ce soir. C'est une superbe Jaguar. Et puis bien sûr, voilà. Alors, je reprends le fil, c'est dommage, bon voilà. Mais tu vas reconnaître notre club. Donc voilà. Donc ici, vraiment la FFVE fait un énorme boulot pour que la voiture de collection soit reconnue comme un élément du patrimoine et fait ce qu'il faut pour que nous puissions immatriculer nos voitures en collection. Donc qui présente des intérêts, c'est que premièrement, tout véhicule immatriculé avant 1960 n'est plus tenu au contrôle technique. Ça, c'est déjà une chose intéressante parce que en fait, les contrôleurs ne sont pas équipés pour et on a une voiture de 1960, ils ne savent pas la faire passer. Et ensuite, les véhicules dits de collection n'ont un contrôle technique que tous les 5 ans. Voilà, donc ce qui nous évite les enquiquinements et le tatillonnage de certains contrôleurs. Donc, ce que je disais, c'est la voiture ancienne, c'est beaucoup de clubs, donc c'est la vie associative, sont les sorties, sont les salons, c'est l'amitié, c'est l'entraîne mécanique comme à la Jante Chénésienne, c'est vraiment, alors là, c'est un club exceptionnel, et c'est de la communication, ce sont des sites, des gazettes, des magazines, voilà. Donc, voilà l'univers de la voiture ancienne. Donc, ce que je disais, vous voyez, j'ai pris quelques photos pour vous montrer ce côté convivialité, amitié, rencontre. Et vous voyez, je vous parlais d'Olivier Di Stefano. J'ai pas appuyé le bouton. Et Olivier Di Stefano, il est là. Vous voyez, le restaurateur, vous voyez, il passe nous voir. C'est un monde très copain. Hein, alors, on fait. Et alors, surtout, ce qu'on a de chance, c'est qu'on se fait ouvrir des châteaux, on se fait ouvrir des tas de trucs. Là, on va faire une sortie dans le Val-de-Loire, avec des visites de châteaux privés, des collections de voitures. On va visiter un musée, le musée de Cadillac, un musée privé. Voilà, et donc vous voyez, c'est des moments très, très chaleureux. Et là, ici, c'est un moment assez amusant, c'est à un moment de la traversée de Paris, on est tous sur la place de la Concorde, et en été, on se fait une sangria, et en hiver, on se fait un vin chaud. Voilà. Et ça, c'est ma voiture au CNV1. Voilà, donc ça c'est la fin de la deuxième partie. Et la troisième partie, ce que Patrick m'a demandé de plus étoffer, donc c'est la restauration. Donc encore, j'ai un petit clin d'œil pour vous. Hein. J'ai cherché, j'ai trouvé. Donc voilà, la restauration d'un véhicule de collection. On s'en fait un monde, mais c'est pas si compliqué que ça. La voiture de restauration, c'est pour ça que je dis, moi je ne suis pas restaurateur. Mon fils, oui, moi non, parce qu'il faut être patient et persévérant. Or, je ne veux pas passer du temps à passer toutes mes journées dans un atelier pour démonter de la tôle, retaper de la tôle, refaire de la tôle. Ce que j'ai envie, c'est de profiter de ma voiture. Donc, la restauration, c'est vraiment de la persévérance. Quand on commence, il ne faut pas s'arrêter. Et beaucoup de gens, vous pouvez regarder dans le coin, vendent des voitures parce que ils n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout. Alors, on peut restaurer par soi-même, on peut acheter un véhicule, le faire restaurer par un grand nom de la restauration, et puis je disais, on peut faire aussi acheter le véhicule et le confier au CNVA qui sera un élève, si je puis dire, sur lequel les élèves vont travailler. Mais aujourd'hui, le CNVA préfère que les élèves viennent avec leur voiture et travaillent sur leur propre voiture. Ce qui évite quelques contentieux après. Alors, quels sont les grands niveaux de restauration? Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle la sortie de grange. Alors là, j'ai mis 2 exemples qui sont là des exemples tout à fait authentiques. C'est une voiture où ça a été mis dans une grange, et puis, à un moment donné, les héritiers récupèrent la ferme, je ne sais pas quoi, et on récupère une sortie de grange, donc c'est quelque chose qui est rouillé, mais qui n'est peut-être pas en si mauvais état. La sortie de grange, c'est un véhicule, moteur, alors, chose très importante, c'est de vérifier que le moteur, il est tournant. Si le moteur est bloqué,
ça va commencer à poser des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a de la roue, il va y avoir du travail. Donc il y a deux choses essentielles dans une voiture récupérée, si le moteur tourne, et deuxième chose, si le châssis n'est pas fichu. Tant que c'est que de la carrosserie, c'est pas grave. Mais ce qu'il faut absolument, c'est vérifier que les longerons ou le châssis n'est pas cassé. Après, on va le voir à la jante, il y en a qui savent refaire complètement les châssis, mais ça, on va dépouiller complètement le véhicule. Mais ça, c'est l'essentiel. Ensuite, on va vérifier au niveau de la corrosion, si c'est superficiel ou structurel, l'état de la carrosserie, s'il y a une reprise ou en totalité, et ensuite la cosmétique et toute la partie accastillage. Et ça, je vous disais, on le retrouve, on peut le racheter. Alors, ici, je vous ai sorti un cas qui est exceptionnel, qu'on n'a jamais vu. C'était, est-ce que quelqu'un a entendu parler de la collection Bayon? Toi, Pierre, bien entendu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire de la collection Bayon? C'est une histoire extraordinaire, mais ça, si on parle de la voiture de collection. C'est quoi ça? Oh non, 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 non. En fait, l'histoire, elle est là. C'est Roger Bayon, qui est là, qui était une entreprise de transport. Et Roger Bayon voulait créer son musée un peu à la façon Schlumpf, et il a récupéré des voitures à la casse pendant tout le temps. Vous voyez, après-guerre, il a récupéré des voitures et des voitures et des voitures, il a récupéré plein de voitures. Sauf qu'à un moment donné, le marché du transport est devenu très concurrentiel, et en 1994, il a fait faillite. Mais comme toutes les voitures ont été récupérées par l'entreprise, au moment de la faillite, ils ont planqué les bagnoles dans des... Ils ont planqué les épaves. Et les héritiers ont attendu 30 ans, c'est-à-dire 2015, 2014, pour sortir la prescription fiscale. Ils ont appelé Arturia, ils ont dit voilà, on a 150 voitures, et Arturia en a pris 75 de mémoire. Et voilà la présentation, les voitures ont été vendues en cet état à Arturial. Donc c'était vraiment, ils n'ont même pas du tout, ils ont vendu tel quel. Et la vente, tenez-vous bien, a atteint 70 millions d'euros de vente, dont un véhicule particulier, je ne l'ai pas ici, voilà, dont un qui est celle-là, qui est une Ferrari California, donc cabriolet, sur lequel, la voilà ici, sur lequel ils avaient entreposé des journaux. Et la seule chose qui était abîmée dessus, c'est le capot avant qui était un peu enfoncé. Et cette voiture s'est vendue, alors ça, il y a 25 millions, mais je dis la bêtise, voilà. Elle s'est vendue 14 millions d'euros. C'est une ex-voiture d'Alain Delon. Et Delon n'a pas été très content parce qu'ils ont dit qu'Arturia s'est servi de son nom pour vendre la voiture. Bon, voilà, c'était comme ça, mais c'est une vente 25 millions d'euros pour une sortie de grange. Voilà des héritiers qui ont eu la patience d'attendre 30 ans de prescription. Mais ça a été un clou du spectacle, hein, la collection Bayon. Vous pouvez imaginer toutes ces voitures. Hein. Si je peux me permettre d'ajouter un point, la voiture qui est en haut à gauche, celle-là, c'est vendue dans cet état-là, de mémoire 2 millions ou 3 millions. Oui, exactement. Oui, oui. On peut, si vous allez sur Internet, il y a toutes les ventes qui sont affichées, où on tape collection Bayon, résultat, et on a tout le résultat de toutes les ventes. Alors, il y a des voitures, par exemple, ça s'est vendu... Voilà, mais par exemple, ça c'est une Facel Vega, c'est vendu, je crois, aux alentours de 80-90 000 euros. Hein. Ça a été exceptionnel. Mais bon, et puis voilà, il restait, sur les 150 véhicules, il reste encore 75, des trucs que Arturia n'a pas voulu vendre, des camions de pompiers, des trucs comme ça. Voilà, mais c'était, bon, c'est un truc une fois à voir dans... Voilà. Donc voilà, j'ai une bêtise, c'était 25 millions d'euros pour 59 voitures. Alors, si on parle de restauration, il y a un club, moi, que je trouve absolument extraordinaire parce qu'ils ont un véritable local, un véritable siège, c'est la Jante. Donc la Jante chénésienne, c'est 7 places d'entretien au quotidien, c'est des ponts, ce sont des ateliers, ce sont vraiment des passionnés. Ici, vous voyez, voilà, là on est dans l'atelier en plein été, on est jeune et on répare les voitures. Donc ici, là, vous avez par exemple ce monsieur Michel ici qui a racheté une épave, pratiquement une épave de DS des années 69. Et donc il passe ses journées à
réparer la voiture. Donc ce même Michel m'a donné plusieurs photos des phases de la restauration de sa voiture, qui est une Alfa Romeo Speeder Duetto, parce que 2 places, 1,7 litre. Donc il l'a acheté dans cet état. Ça c'est les photos, vous voyez, il a acheté sa voiture dans cet état-là. Donc la première partie, c'est on démonte tout. On met la voiture à nu, on prend des photos. Heureusement que maintenant on peut prendre facilement des photos, mais on prend les photos et on répertorie tout, et on dépose tout, on range tout, on classe tout. C'est un travail de minutie, donc pour bien ranger. Vous voyez, donc ici, il a sorti toutes ses pièces, la voiture on la voit derrière, et il prend les photos, il répertorie tout. Donc la voiture elle est mise à nu, et elle arrive comme ça. Donc voilà, vous voyez, il n'y a plus rien dedans. On met ici les croisillons pour éviter que le châssis ne se plie, hein, une croix de Saint-André, mais vous voyez l'état de rouille du voiture. Alors là, vous avez des rouilles de la corrosion de surface, et là, c'est de la corrosion perforante. Et puis petit à petit, on commence à réparer, refaire des pièces, etc. Et ensuite, voilà, la voiture, petit à petit, vous la voyez, la coque est entièrement... on refait les tôles, on replie les tôles, on rachète des tôles. Alors on peut racheter des morceaux déjà tout préformés, et puis petit à petit on prépare la voiture pour l'emmener en carrosserie, mais on a mis des roues provisoires, et surtout vous voyez elle est mise là parce que comme on est dans un club, il faut savoir laisser la place. Donc là elle est comme un chariot de supermarché, on la sort, on la remet pour laisser la place pour les autres. Donc voilà Michel en train de refaire toute la carrosserie. Et voici la voiture qui rentre de peinture. Donc on voit l'évolution par rapport à ce qu'elle était, ce qu'elle est devenue. Donc, alors par contre, la peinture, nous ne faisons pas la peinture nous-mêmes. Hein. On envoie les voitures en peinture. Hein, et l'objectif, c'est d'envoyer des voitures très très bien préparées. Pour certains, j'ai montré ma 4 chevaux, il y a le gars qui me l'a vendu a refait faire la peinture, mais il a mal préparé. Donc il y a des moments où on voit pas de l'enduit, mais du fissure. Oui, des fissures, parce que c'est pas l'astic, mais le mastic, voilà, merci, qui a bougé. Là, ici, on a une très belle restauration de la part de Michel. Et puis, petit à petit, on va commencer à tout refaire. Donc, on dépose le moteur, on refait. Honnêtement, c'est pas si compliqué, mais bon, c'est de la logique. On refait les coussinets de bielle, on change les bielles. Là, ici, on voit qu'il a refait les chemises. Donc, il a changé les chemises et il a changé les pistons. On voit sur la table, quelque part, je ne sais plus, on voit les chemises de pistons qui sont préparées. Voilà, on voit ici que voilà, les chemises et ici les pistons. Donc il a refait l'intérieur, on voit le vilebrequin et bien sûr, vous voyez ici le fameux manuel avec la revue technique sous le coude. Voilà. Il suffit d'être précis. Ensuite, on refait faire l'intérieur, on rachète les pièces. Là, vous avez des selliers qui refont entièrement tous les fauteuils. Hein. Ensuite, on récupère les coquilles, on répare, on retrouve les enjoliveurs. Bon, il y a beaucoup de... On chine beaucoup. Hein. Et puis, petit à petit, on refait le véhicule, et voilà ce qui est devenu le véhicule. Hein. Et alors, pour vous dire comment ils sont maniaques, vous voyez, ça, c'est pas très beau. Le pot d'échappement, là, il n'est pas très beau. Et ça a été une longue discussion entre... ceux qui connaissent, Clary, Patrick, où est-ce que je coupe mon pot d'échappement pour que, bon, voilà. Donc ils ont recoupé le pot parce qu'il n'était pas très bon. Voilà. Donc ça c'est Michel Brey, je vous remercie pour toutes les photos qu'il m'a données. Donc pour les membres de la jante, c'est quelqu'un qui nous parle. Donc voilà, c'est ces 3 années. Donc là, maintenant, il est en train de refaire cette DS. Donc ils ont acheté une DS, voilà. Ici, vous voyez, c'est pas en très bon état. En gros, ça va passer à peu près 3 ans. Hein, donc c'est une vraie DS. Hein. Et en gros, je vous ai mis le budget. Grosso modo, ça va leur revenir à peu près à 19-20 000 euros. Aujourd'hui, c'est estime à peu près. Entre l'achat du véhicule, les pièces, la remise en état du moteur, les accessoires. Bon, je pense qu'ils arriveront peut-être à 22 ou 23 000 euros, tout compris. Mais voilà. Donc,
l'étape, c'est mise à nu totale de la carrosserie, donc il faut compter 2 mois, la reconstruction de la carrosserie. Ça a l'air de rien, mais rien que de refaire en arrière, ils y sont depuis 6 mois parce qu'il faut que ça soit parfait, il faut que ça soit au millimètre près. Et puis, donc voilà, révision de toute l'électricité, il faut refaire tous les câblages, il faut changer tous les faisceaux, la remise en place de la castillage, et puis croiser les doigts, ne rien avoir oublié. En gros, c'est 3 années à peu près, Pierre, si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me contrôler là. Donc c'est des gens qui sont à la retraite et qui viennent tous les jours. Ça, moi je ne veux pas le faire, je préfère venir passer des cours avec mon instructeur. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu rapide, mais quand on voit la télévision en l'espace d'1 heure, une restauration, dans une restauration de voiture, c'est bien fait, ça prend au minimum, même par un professionnel, entre 9 mois, 12 mois. Parce qu'ils en font plusieurs en même temps, mais ça prend vraiment du temps. Voilà, donc dans la famille, moi c'est devenu un hobby, je peux en faire une passion, c'est un hobby. Et mon fils, qui a suivi son épouse, ont été mutés au Mexique, s'est mis restaurateur et maintenant il s'est un peu spécialisé dans les Mustangs. Donc il est restaurateur de voitures, il a déjà fait une Mercedes, il a déjà fait une Mustang. Et là, voilà, il m'a envoyé des photos de la voiture et voilà, c'est la dernière qu'il a sortie, qui revient. Il a juste actuellement un problème de papier. Non pas qu'il n'arrive pas à immatriculer, mais simplement l'organisme a déménagé sans prévenir et c'est pas où se trouve la NTS mexicain. Donc voilà. Donc en conclusion, ce que je vais vous dire, c'est que c'est très sympathique une voiture ancienne, c'est très convivial. Ce sont bien sûr des rencontres, c'est la vie de club, et c'est aussi la joie de découvrir des endroits un peu insolites. Et ça, c'est la dernière traversée de Paris, donc on est venu attendre, et au petit matin, voilà, ça c'est mon autre voiture à Paris. Hein, et donc, ce que je voulais vous dire, voilà, ça c'est un endroit qui a été ouvert, c'est la gare maritime de Cherbourg, donc qui a été ouverte pour le club Mercedes. Donc ça c'est la sortie annuelle du club Mercedes-Benz. Nous sommes 60 voitures pour les limites, et avec des voitures, vous voyez, ce sont les 300 SL, des 190 SL. Alors la différence, vous voyez que vous avez 2 lignes, et la 190, il n'y en a qu'une. Alors, bon, elles sont derrière. Et en fait, pour l'anecdote, la 190 SL, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la 300 SL, simplement c'est le marché américain, les Américains, après-guerre, ont dit, cette voiture elle est bien, mais elle est un peu chère, pourriez-vous la même, mais en moins cher. Donc ils ont pris ce qu'on appelle une ponton, ils ont repris le châssis de la ponton, ils ont repris des éléments de carrosserie de cette voiture, ils l'ont fait un peu plus petite, et ils ont mis un moteur de 1,9 litre, 4 cylindres, donc il n'y a rien dedans, quoi, je pense pas, mais qui était beaucoup moins cher, et ils l'ont sorti en un temps record. Ils ont simplement fait un bébé. Donc ça c'est la 300 SL, donc SL qui veut dire en allemand Sportleicht, qui veut dire sport léger. Donc ça, c'était ça pour être léger, c'est quand même costaud déjà. C'est la fameuse voiture papillon, vous savez, la Mercedes papillon. Donc ensuite, il y a la 190 SL qui va être celle-là. Ensuite, ils ont sorti la Pagode, donc 230, 250, 280 SL. Et petit à petit, vous avez les SL plus modernes qui arrivent derrière. Voilà. Donc ici, nous sommes dans la gare maritime de Cherbourg. Et ils ont resymbolisé les quais, voilà, ici, et ça, c'est les voies ici. Voilà, ça, c'est la gare maritime. Voilà. J'espère que je vous ai parlé un petit peu d'un hobby, non pas une passion que j'ai. Puis si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que je vais répondre. Super. Dites-moi, quand on passe une voiture en collection, j'en ai 2, Ouais. ce qui est très désagréable, mais alors très désagréable, c'est que ces braves gens de la FFV, ou du moins des cartes grises, vous obligent à mettre un numéro moderne. Oui, ah oui. Alors, oui et non. C'est scandaleux. Alors, oui et non. Si. Non. Aujourd'hui, on était censé, en 2020, de passer tous les plaques classiques avec département dans la nouvelle numérotation. Or, l'administration a reculé. Donc, pour tous
ce qui est véhicule actuellement à votre nom, immatriculé à votre adresse, à votre département, pour le moment, elle reste dans la numérotation ancienne. Alors ça tombe bien, j'ai laissé les anciennes plaques exprès pour Voilà. l'entrer. Donc, pour le moment, Histoire de disparaître. et je peux vous dire que c'est tout récent parce qu'on a eu l'information il y a un mois. Ah bon. Donc c'est tout récent. Simplement quand par contre aujourd'hui un véhicule change de propriétaire, Oui. là maintenant on est obligé de passer à nouveau. Bon, maintenant c'est vrai que quand on avait, s'appelait André, et puis on avait une voiture immatriculée 1 DD08, c'était plus sympa. Bon, on pouvait avoir un numéro, moi j'ai un copain qui s'appelle Eric Experton, sa voiture elle est EE. Voilà. Alors on peut imaginer, je pense à moi, pour ma première, de remettre l'ancienne immatriculation. Oui, pour le moment oui, Pour le on moment. n'est pas obligé de changer de... On va gérer. Avec l'attestation FFVE, on peut se tutoyer, hein, avec l'attestation FFVE, tu peux passer ta voiture en collection en gardant ton numéro original. Sauf que la première, la FFVE n'existait pas. Ah non, c'est pas réversible, on peut pas revenir une fois qu'on a changé, mais aujourd'hui on ne change d'immatriculation que quand il y a un changement de propriétaire ou un changement d'adresse. Voilà, voilà. Ça fait qu'un mois, c'est ça qu'on peut faire ça. Moi je l'ai changé il y a 6 mois. Oui, non, simplement ce que dit notre ami, c'est que si la voiture, on la passe simplement sans changer de propriétaire, sans changer d'adresse, en collection, on ne change pas l'immatriculation. Ça c'est bien. Ah, C'était il y a 6 mois. ah oui, il y a 6 mois, mais à Marseille. Moi c'était il y a un an. Alors il faut que je demande, parce qu'on a Rétromobile le 5. Alors c'est quand on passe en voiture de collection, qu'on change de carte grise, à ce moment-là il change peut-être. Voilà, c'est là qu'on profite, c'est ce zoom. Et malheureusement, Par contre, ça va très vite. Hein. Ce qui est long, c'est la FFV. Oui. Alors maintenant, Et à faire en 24 heures, c'était fait. Hein. Alors le problème, il n'apparaît pas sur la nouvelle carte grise, l'ancien numéro. Contrairement à l'époque où on changeait de propriétaire, etc. Alors c'est vrai que si on est passé du statut véhicule classique à véhicule collection, voilà, mais ça j'ai pas tout à fait l'information, il faudrait que je demande à Laurent Eliou, qu'on verra Rétromobile le 5 février prochain. D'accord. Bon, ça c'est des trucs, bon après, bon c'est vrai on part sur le numéro, mais c'est bon, c'est pas dramatique, vous avez vu la 4 chevaux, là elle est Non, mais immatriculée. leur truc, ça rime à rien sur une voiture de collection. Oui non, c'est pas grave, moi je... Non, on peut garder nos plaques, alors par contre il y a une tolérance, c'est qu'on peut garder les plaques noires. Oui, ça d'accord, ça d'accord. De même qu'on n'est pas obligé d'afficher l'assurance Voilà. et la vignette, le contrôle technique. Voilà, on n'est pas... L'assurance, oui, on est obligé, mais pas ni le contrôle technique, voilà. Mais l'assurance, Il n'y a oui, pas c'est- de limite critère. Et de toute façon, c'est pas qu'il est pas obligé, c'est qu'il n'y en a pas. De toute façon, elles ne sont pas... moi j'ai essayé, mais non, ça marche pas, elles ne sont pas... Mais elles ont le droit de rouler. Oui, mais en plus, nous n'avons pas d'exclusion de rouler dans Paris avec une voiture qui a plus de 30 ans. Dès lors qu'on est en collection, On peut n'importe quand, au pire des moments, et pire c'est des très moments. drôle. Allez-y, profitez-en. Non, c'est très drôle. voilà, on peut... Il y a juste une condition, Passer c'est que dans le la véhicule grille. soit immatriculé en collection. C'est-à-dire que si on se fait arrêter. Par contre, la 4 chevaux, là, moi, je ne suis pas encore en collection. De toute façon, je n'irai pas à Paris Là, avec. vous risquez de vous faire prendre. Voilà, mais je n'irai pas à Paris avec, mais voilà. Non, mais pour le Il y a faire. d'autres questions? D'autres questions? J'étais aussi brillant que ça. Bon, ben merci. Bah, merci. Alors, donc c'était la première conférence de l'année 2020. Au mois de février, il y a une conférence sur le logiciel SDVFR, c'est Pierre, donc, qui l'avait déjà faite en 2018. C'est moi à le faire. Et C'est encore vivant. alors, la conférence que tu avais faite en 2018, beaucoup de gens en ont parlé, et il y a des demandes, il y a des gens qui ont dit « Ah, il faudra qu'il la refasse bien ». Donc c'est pour cette raison-là que je t'ai sollicité pour que tu puisses la refaire février prochain. D'autant plus qu'il y a eu des additifs depuis. Voilà. Et puis, le mois suivant, au mois de mars, ce sera une conférence sur les aviatrices russes, et ce sera Martine Gay qui fera cette conférence. Alors Martine Gay est journaliste et puis fait partie également du comité régional aéronautique Île-de-France. Voilà. Donc il y a déjà pas mal de personnes qui m'ont dit que ça les intéresserait cette conférence. Alors Laura Lamera, vous savez qu'elle a rédigé un certain nombre d'ouvrages, et un
ouvrage en particulier sur ce sujet-là. Et bah, si éventuellement vous ne l'avez pas, elle les proposera, je lui dis de les amener. Voilà. Et puis, pour les conférences qui suivent, vous pouvez toujours vous connecter sur le site de l'Aéroclub, vous allez à la rubrique calendrier, et là vous trouvez l'ensemble des conférences qui sont proposées. Et je crois qu'il y a des conférences, tout est plein jusque, je dis pas de bêtises, jusqu'en juin. Et voilà. Bah, merci à vous et merci à Gilles. Dernier point, si vous souhaitez avoir la présentation de Gilles, donc il va nous la transmettre en PDF. Si vous n'étiez pas inscrit comme auditeur à cette conférence, inscrivez votre nom, en tout cas votre adresse email, de préférence en orthographe non liée, de sorte à ce que j'identifie bien les lettres les unes par rapport aux autres. Parce que de temps en temps j'ai quelques difficultés, j'arrive pas à relire en fait l'adresse email. Et donc mettez votre adresse email, comme ça je vous enverrai le PDF. Et puis dernier point que j'avais indiqué tout au début, donc grâce à Christelle Roux qui a bien voulu prendre un peu de son temps pour filmer la conférence sera disponible. Et donc vous, en tant qu'auditeur, si vous êtes sur la liste, bah, vous aurez accès à cette conférence. Voilà. Alors on va voir comment faire avec Christelle pour la mettre sur le site et puis de préférence la réserver. Ça sera via la chaîne YouTube qui existe déjà, voilà. donc elle est accessible à tout le monde. Voilà, bah, il y a la chaîne YouTube qui existe déjà. Voilà. Bon, merci Gilles, merci Christelle, merci à vous tous et puis à bientôt. Merci.